un petit peu vers la guerre du Vietnam, etc. On appelle ça la guerre froide, mais enfin la guerre du Vietnam, elle était parfaitement brûlante, comme ceux qui l'ont faite le savaient. Donc on est dans ce monde-là. En plus, ce monde, cette société a un deuxième défaut, qui est que c'est une société terriblement destructrice de l'environnement. Donc c'est une période de croissance, mais enfin on commence à péter la planète sérieusement. Ça ne va pas s'arranger évidemment après 1980, mais enfin c'est déjà complètement en marche. Donc je ne suis absolument pas en train de dire que tout était formidable pour tout le monde, c'est absolument pas le cas, mais néanmoins tout le monde sait, surtout les gens qui l'ont vécu, qu'il y avait certaines caractéristiques sociales, les conditions de travail dans l'entreprise, les relations entre les gens dans les entreprises, les conditions, il y a eu une croissance économique, il y a eu un progrès des pouvoirs d'achat, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été mises en place au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, voilà. Donc c'était une période, on peut regarder cette période avec une certaine nostalgie quand on la voit du point de vue néolibéral. Bon, alors Donc ces conditions historiques, il y a aussi d'autres facteurs qui sont plus compliqués, qui sont vraiment des facteurs économiques, c'est qu'à la suite de la crise de 29, à travers la Deuxième Guerre mondiale, sont apparues des conditions du changement technique beaucoup plus favorables qu'antérieurement. Je veux dire favorables, c'est-à-dire qu'il y a eu, faisant abstraction de la destruction de l'environnement, il y avait des conditions de production qui se sont améliorées à toute vitesse, des organisations plus efficaces qui se sont mises en place. Et ça a aidé énormément à créer des conditions sociales favorables, parce que c'est une des rares périodes où, simultanément, les salaires, le pouvoir d'achat des salaires augmentait, et aussi, d'un autre côté, les profits des entreprises étaient maintenus ou même accrus. Et ça, c'est une conjoncture historique tout à fait spéciale. De tout ça, ont résulté certains caractères progressistes de cette période. Alors, cette période, elle a une caractéristique. D'habitude, je montre mes courbes et je voyage devant ces courbes pour vous faire suivre les points, mais enfin, on ne va pas faire ça ce soir. Les conditions ne sont pas réunies, mais il faut tout de suite dire que cette période se caractérise par un trait absolument majeur qui, on appellerait à la radio, on appellerait ça la réduction des inégalités. Et cette réduction des inégalités, moi j'aime pas parler d'inégalités, enfin évidemment elles existent, accroissement ou réduction des inégalités, mais j'aime voir ça à travers les structures de classe, parce que je crois que les structures de classe sont un aspect fondamental justement de la manière dont se constituent ces inégalités. Donc, dans la période au sortir de la guerre, on entre dans une période de réduction formidable des inégalités. Et ça veut dire notamment que les hauts revenus se retrouvent dans une situation beaucoup moins bonne qu'avant la guerre. Et quand je dis beaucoup moins bonne, je veux dire en termes de concentration du revenu, en termes de concentration de la richesse. Si on considère le fameux 1% que nous avons introduit avec Dominique Lévy dans la littérature, ce fameux 1%, par exemple aux États-Unis, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils arrivaient à se concentrer 17% du revenu total du pays. Voyez. Quand on sort de la guerre, eh bien, ça s'est trouvé réduit à 7-8%. Donc c'est une transformation absolument majeure, une espèce de déconcentration du revenu vers le haut des hiérarchies sociales. Ça fait partie des caractéristiques de la nouvelle période dans laquelle le capitalisme mondial entre. Bien, et alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette déconcentration des hauts, vous voyez, des pertes relatives, enfin des hauts revenus, parce qu'ils n'étaient pas ruinés, elle s'est prolongée en fait jusqu'aux années 70. Quand on regarde les données, si je vous montrais les courbes, vous verriez, eh bien ça se prolonge vraiment jusqu'aux années 70. Et on arrive dans les années 70, et là il y a une espèce de crise structurelle qui se produit. Comme vous le savez, cette crise, il faudrait l'analyser, alors là je travaillerai vraiment comme économiste, mais en tous les cas, elle a dégénéré en quelque chose qui est la vague d'inflation, comme vous savez. Il y a eu une espèce de compétition entre les salariés, les entreprises, les classes capitalistes. Les uns essayaient de maintenir le progrès antérieur de leur pouvoir d'achat parce qu'ils étaient habitués, vous avez bien raison. Et puis de l'autre côté, les autres essayaient constamment de rétablir leurs profits, et tout ça, ça dégénérait dans une sorte de vague inflationniste qui s'est développée. Les gouvernements n'étaient pas les gouvernements actuels. C'est-à-dire que face à cette crise, au départ, ils ne disaient pas l'austérité. Crise des années 70. Au contraire, ils stimulaient fortement l'activité économique. Et donc,
bah, l'économie continuait à croître, enfin les choses se détérioraient, mais enfin l'économie continuait à croître, mais dans le contexte de cette vague inflationniste. Et les choses tournaient quand même assez mal. Hein. Vous voyez, là je vous raconte toute l'histoire telle que nous l'analysons. Et ce qui s'est produit, c'est que, eh bien justement, ces classes supérieures, notamment classes capitalistes, hein, qui avaient vu leur position reculer considérablement dans le contexte politique et économique de l'après-guerre, eh bien, ont commencé, elles n'ont pas commencé, elles ont continué à se mobiliser. Et elles ont continué à se mobiliser sur une échelle extraordinaire. Pourquoi? Parce que la résistance de ces classes, elle date d'avant-guerre même. Et ensuite, dans l'après-guerre, elle s'est renforcée. Ça, c'est tout le mouvement intellectuel néolibéral. Vous voyez, l'économiste qu'on cite le plus souvent dans ce cadre-là, c'est von Hayek. Hein, vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent l'économie, enfin peu importe. C'est vraiment lui qui a personnalisé tout ce mouvement, et tout ça, ça a évolué, vous savez, c'est le Mont Pèlerin, etc. Bon, c'est Davos, c'est tout. Et c'est un courant qui commence à se développer avec la guerre, qui apparaît. Alors, dans l'après-guerre, ils travaillent, et ils se réunissent, ils sont financés par les capitalistes de l'époque de manière massive, hein, c'est pas comme le cercle des économistes, il n'y a pas besoin de faire passer le chapeau, parce qu'il est déjà plein. Bon. Alors donc, ces gens-là s'organisent et puis ils essayent de faire progresser leurs idées. Ce sont des idées de revenir à des structures un peu identiques aux structures du début du siècle, des structures très inégalitaires, dans lesquelles le marché est roi. Ils détestent par-dessus tout l'intervention de l'État, surtout, évidemment, quand il va dans le sens contraire des classes dominantes de l'époque. Hein. Bon, donc, ils détestent cet ordre social. Hein. Par exemple, j'appelle ça un ordre social, j'expliquerai un petit peu après ce que je veux dire j'expliquerai mieux ce que je veux dire par là. Eh bien, par exemple, vous voyez, on a appelé, alors comment appeler les premières décennies de l'après-guerre, hein? Alors, les économistes souvent disent le keynésianisme, hein? Bon, je n'aime pas trop ce terme. Bon, nous disons, il y a une sorte de compromis social, je reviendrai là-dessus. Bon, on peut dire social-démocrate, vous voyez. Alors, ça dépend évidemment des pays, le nord de l'Europe, les États-Unis, c'est pas pareil, la France, enfin, on peut dire social-démocrate d'une certaine façon. C'est pas une société où tout est pour les classes capitalistes, c'est une société où il y a un compromis social beaucoup plus fort. On va l'appeler, disons, social-démocrate. Donc, ce compromis social-démocrate se met en place dans l'après-guerre. Eh bien, un économiste comme von Hayek, dans ses écrits célèbres, eh bien, il dit la social-démocratie, c'est pas le totalitarisme, mais ça prépare le totalitarisme. Tous les ordres, les social-démocraties vont dégénérer dans le totalitarisme. Et quand il dit le totalitarisme, ça veut dire deux choses, hein, c'est leur mot clé, ça veut dire l'URSS et ça veut dire l'Allemagne nazie, principalement. Hein. Voyez donc, pour eux, pour ces gens-là, hein, qui sont les penseurs, ce sont les idoles du vrai cercle des économistes. Hein. C'est l'idole du vrai cercle des économistes, il faut bien comprendre ça. Hein. Eh bien, ces économistes-là disent toutes les social-démocraties conduisent nécessairement, si vous continuez comme ça, vous allez au fascisme, quoi, vous allez, voilà, et c'est écrit. Hein. Nous commentons ça dans nos travaux de façon complètement explicite. Bon. Donc, pendant la crise des années 70, compte tenu des difficultés, vous savez comment ça s'est passé en France, par exemple. Hein. Alors, on a eu le programme commun, bon, on a eu Mitterrand, tout ça, et puis on a essayé de relancer, ça a raté, c'était pas très bien fait. Et puis voilà, il y a Delors qui lui a parlé pendant le week-end et qui l'a persuadé de passer de l'autre côté. Ce qu'il a fait, bien. Et donc, on est entré dans cette nouvelle phase, même dans un pays comme la France, dont Philoche nous a dit tout à l'heure, c'est un pays très politisé, mais pourtant, ça a fonctionné. Bon. Et donc là, on entre au début des années 80 dans le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'était quelque chose d'une violence absolument incroyable. Pour parler un langage marxiste de base, eh bien, on peut dire que c'était le résultat d'une lutte de classe dans laquelle les classes capitalistes ont gagné. Parce que la lutte de classe, ça va dans tous les sens. Hein. Il y a des victoires d'un côté ou de l'autre. Bon. Et là, on est entré dans le néolibéralisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, évidemment, ce qui correspond à leurs intérêts de classe, hein, c'est-à-dire qu'ils ont transformé radicalement toute l'économie et la société. Alors, évidemment, c'est toujours plus compliqué. Enfin, si on veut toujours dire que tout est compliqué, on n'avance pas. Hein, parce que vous savez bien, aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en France, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans le nord de l'Europe, etc. Et puis, vous savez aussi qu'en Amérique latine, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important et d'horrible, qui sont les fameuses dictatures.
Hein. Alors, ça a commencé par le Brésil, on arrive au Chili 73 avec Pinochet, on arrive 76 avec Videla en Argentine, qui était la pire, il ne faut pas dire les choses. Bien, et c'est difficile de faire pire que Pinochet, mais enfin ça se peut. Bon, et puis vous savez, chez nous, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, mon meilleur ami Augusto Pinochet. Bon, alors donc c'est pas la peine d'expliquer qu'il y a des liens quand même entre toutes ces choses-là. Donc en Amérique latine, ça a commencé assez tôt. Alors vous allez dire, oui, mais et la pensée néolibérale, et le vrai cercle des économistes, et Von Hayek? Eh bien oui, justement, vous savez très bien, Pinochet et Chicago Boys. Hein. Eh bien, eux, ce sont les élèves directement de tout ce nouveau courant de pensée qui déboule là-bas et qui vont commencer bien avant nous, enfin bien avant 7 ou 8 ans, mais ça passe vite, hein, qui vont commencer bien avant nous cette transformation radicale dans des formes de violence extrême que vous connaissez. Bon. Nous, on n'a pas eu cette violence parce que chez nous, il n'y avait pas eu de rupture, je veux dire, avec l'ordre capitaliste. Il y avait eu, je l'ai dit, une diminution des pouvoirs, des revenus des classes capitalistes. Enfin, on n'était pas dans le Chili de Allende, hein, évidemment. Donc, cette classe se considérait classe capitaliste, ses pouvoirs étaient diminués. Mais enfin, ils n'étaient pas éliminés progressivement du dictateur. Sinon, eh ben, nous aurions eu, nous aussi, notre dictature fasciste. Hein. Bon, donc les choses se sont passées un petit peu différemment, avec l'aide de Mitterrand, mais on a quand même basculé en cet ordre néolibéral. Donc j'ai dit, ils ont tout changé. C'est pas dur. Alors, au plan national, hein, au plan de chaque pays, ça veut dire gestion complètement différente des entreprises. Alors là, si je vous montrais les données, nous, économistes, on mesure tout. Hein. Donc, si vous lisez nos livres, vous verrez, il y a 100 courbes, etc. On mesure tout. Vous verriez la manière dont ils ont transformé la gestion des entreprises avec une rapidité mais incroyable. Par exemple, distribution de dividendes. Quelle est la part des profits qui est distribuée comme dividendes? En 2 ans, ils ont métamorphosé la gestion des entreprises. La gestion des entreprises, c'était plus qu'une seule chose, les actionnaires, la bourse. Il leur a fallu 2 ans. La bourse, qui était lamentable dans les décennies des années 70, poum, elle démarre et elle explose, comme vous le savez, jusqu'à la crise actuelle. En termes réels, c'est-à-dire en corrigeant pour la hausse des prix, ils ont quand même multiplié les cours de bourse par 5. Quand même le fait. Vous allez me dire, oui, mais dans la crise actuelle, ils ont perdu. Ils ont perdu un petit peu. Ils sont à 3,5 par rapport à ce qu'ils étaient dans les... Alors celui qui avait investi son argent dans les années 80, évidemment, si vous voulez, il a perdu un petit peu dans la crise actuelle, mais enfin, il a quand même multiplié son capital par 3 ou 4. Alors, on n'est pas du tout revenu à l'état antérieur à cause de la crise actuelle. Donc, transformation radicale de la gestion des entreprises, vous le savez, transformation des conditions de travail. Et ça va jusqu'au rapport entre les hommes. Hein, on vient de le voir, vous lisez Christophe Dujour, hein, et vous le savez, et transformation complète des conditions de travail, donc ça c'est les conditions nationales, modification évidemment des politiques, pas d'inflation. Parce que ça, l'inflation, ils détestent. Pourquoi? Parce que dans le passé, ils se sont déjà fait ruiner quelquefois, et notamment après la Première Guerre mondiale, ou même d'ailleurs dans la baisse de leur fortune après la Deuxième Guerre mondiale, l'inflation a joué un rôle central. Donc ça, ils ne veulent pas entendre parler d'inflation. Et c'est très important par rapport à la crise de la dette, hein, actuellement, évidemment, puisque c'est une des modalités pour venir à bout de la dette, et j'espère que ça leur prend du bien. Alors donc, si vous voulez, voilà, on entre dans cet ordre social. J'ai décrit les aspects nationaux. Aspects internationaux, qu'est-ce que c'est bien connu? Ça s'appelle la mondialisation néolibérale. Mondialisation néolibérale, ça veut dire libre circulation des marchandises, libre circulation des capitaux. C'est pas dur. Libre circulation des marchandises, donc, bon, on peut commercer avec la Chine comme on veut. Hein. Alors évidemment, des coûts du travail qui sont beaucoup plus faibles. Hein. Et puis voilà. Donc mise en concurrence de tous les travailleurs du monde. Mise en concurrence de tous les travailleurs du monde. Alors, vous l'effet produit, je n'ai pas besoin de vous l'écrire, hein, tout le monde le connaît. Ça s'appelle délocalisation. Mais délocalisation au sens étroit, ça veut dire on avait l'usine là, maintenant on l'a construit ailleurs, mais surtout investissement dans le reste du monde. Voyez. Je prends les États-Unis. Les États-Unis, avant 1980, les investissements à l'extérieur du territoire national, c'était rien. Là aussi, je pourrais vous montrer les courbes, c'était que là. Mais, si vous voulez, avec le néolibéralisme, ça commence à monter. Et maintenant, c'était peut-être, disons, le 10e, si ce n'est le 15e des investissements qu'ils faisaient sur le territoire du pays. Et bien maintenant, ces investissements des États-Unis à l'étranger sont égaux ou supérieurs aux investissements sur le territoire national. Vous allez me dire, les États-Unis, on s'en fout. Pas vraiment, parce que c'est eux quand même qui ont créé cette sacrée crise dans laquelle on se trouve maintenant, et ils en sont pleinement responsables. Bon, et vous allez me dire, mais oui, et la France? La France, ils sont partis assez lentement, hein, mais depuis 2002-2003, la France s'est complètement engagée sur
une trajectoire similaire de ce point de vue à celle de l'économie américaine. Ils ont mis le temps, mais ce sont des bons élèves. Hein. Donc, les mêmes conséquences de tous les côtés. Libre mouvement des capitaux, ça veut dire vous pouvez investir là où vous avez envie d'investir, en particulier là où vous faites le plus de profit. Vous voyez ? Donc le néolibéralisme, c'est tout ça, il y a ses aspects nationaux, il y a ses aspects internationaux. Le néolibéralisme est un crime contre l'humanité, parce que je l'ai été grossier, hein, c'est un crime contre l'humanité, véritablement. C'est comme on l'a vu aujourd'hui, ça a tout détérioré. C'est-à-dire que tous les espoirs d'une humanité un petit peu meilleure, hein, lentement, hein, qui avaient pu apparaître dans les décennies antérieures et qui pouvaient être reprises, qui pouvaient être remises en marche, tous ces espoirs sont complètement disparus. Ceci étant dit, je dis les classes capitalistes. Quand je dis les classes capitalistes, bon, parce que quand même il faut les nommer par leur nom, vous voyez, je peux dire avec Dominique Lévy, au milieu des années 90, on a été les premiers à développer cette interprétation de classe du néolibéralisme. Vraiment les premiers. Quand je racontais ça, les gens me disaient « Oh, mais c'est trop facile, c'est les riches, les mauvais, etc. » D'accord, pas de bol, moi, je suis désolé, j'aimerais dire quelque chose de plus sophistiqué, mais c'est comme ça, et maintenant, ça apparaît à l'évidence pour tous les gens de gauche. C'est quand même un petit peu plus compliqué, et cette complexité, elle est aussi très importante, donc je vais rentrer là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'était passé dans l'après-guerre, et qu'est-ce qui s'est passé dans le néolibéralisme d'un point de vue social? Eh bien, dans l'après-guerre, ce n'étaient pas les travailleurs qui étaient au pouvoir. Ce n'étaient pas les travailleurs qui géraient les entreprises. C'était ce qu'on appelle en France des cadres qui géraient les entreprises. Mais ces cadres, en France en particulier, mais également aux États-Unis, ils ne se préoccupaient pas trop des intérêts des actionnaires. Vous comprenez ? C'était des cadres qui voulaient être les capitaines d'un grand navire, ils voulaient avoir une belle technique, ils voulaient, vous voyez, faire des choses qui leur plaisaient, augmenter leurs revenus d'ailleurs au passage, qui n'avaient rien à voir avec les revenus actuels. Voilà. Et puis, il y avait une sorte d'alliance sociale, disons, avec, j'appelle les classes populaires, la classe ouvrière, les employés, qui sont dans les plus bas niveaux de hiérarchie que les cadres. Hein. Donc, il y avait un peu une sorte d'alliance qui faisait que les politiques convergeaient vers l'idée de protection sociale, vers l'idée d'éducation, l'idée de recherche. On était encore très fortement localisé sur le territoire national en plus. Bon. Donc ça, c'était une certaine période. Quand les classes capitalistes ont réussi à reprendre ce pouvoir au plan mondial, selon un peu dans la géographie que je décrivais tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la Chine, hein, mais je m'intéresse beaucoup à la Chine, on pourra en parler peut-être. Bon, eh bien, il s'est passé quelque chose de très important, qui est que les classes capitalistes ont tout de suite cherché l'alliance avec les cadres. Voyez ? Alors aux États-Unis, ça a été facile pour des raisons historiques. En France, c'était un petit peu plus difficile parce qu'en France, les cadres français qui étaient formés dans les grandes écoles, tout ça, ils étaient assez un peu dans cette liaison avec le secteur public. Ils avaient du mal à s'identifier. Dans les débuts des années 80, expliquer à un cadre qu'il était là pour maximiser les cours de bourse, c'était quand même un peu dur parce qu'ils n'en avaient rien à faire. Bon. Mais justement, à travers cette conduite politique des événements, les choses sont allées très vite. Et en réalité, eh bien, vous savez comment ça s'est passé, c'est très simple. Vous prenez le PDG, vous le rémunérez à coût de ce qu'on appelle stock options, c'est-à-dire que vous lui distribuez des actions de la boîte à un certain prix. Si les cours de bourse montent, il s'enrichit formidablement. Et graduellement, et même en France, s'est opérée cette transformation complète ce qu'on appelle pompeusement la gouvernance des entreprises, ça veut dire la haute gestion. Hein. Bon, donc, s'est opérée cette transformation complète. Ça s'est répandu graduellement, ça a descendu dans les hiérarchies à coût de rémunération. Hein. Quand nous étudions les structures de revenus dans les différents pays, ce que nous faisons de manière très détaillée, eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, c'est très simple, tous les hauts revenus augmentent. Hein, tous les hauts revenus, la part des hauts revenus dans le revenu total augmente. Part des revenus du capital, c'est-à-dire les intérêts et les dividendes, gains à la bourse ou non, et puis tous les hauts salaires. Mais pas simplement, si vous voulez, le salaire du PDG. Vraiment, les cadres qui sont dans les fractions supérieures, eh bien, ils voient leurs revenus augmenter. Et bien, c'est simple, avec ça, vous achetez tout le monde, comme ils ont acheté les professeurs d'université, ceux qui sont du bon côté, comme ils ont jeté les autres, etc. Et avec ça, vous faites le néolibéralisme. Et donc, cette espèce d'alliance plus ou moins tacite qui avait convergence d'intérêts dans la période de l'après-guerre a laissé sa place à une alliance au sommet. Hein. Une alliance au sommet au sens que, eh bien, toutes ces idées, qui sont vraiment les idées du monde capitaliste, sont venues s'allier, se combiner avec toute cette vision des choses, des nouvelles classes de managers, etc., que nous avons maintenant. C'est très grave. Pourquoi ? Parce que
Et évidemment, ça va complètement transformer les modes de gestion des entreprises. Et puis ça a même des conséquences intellectualo-politiques, je dirais, directes. Pourquoi? Eh bien parce que, justement, ces classes de cadres, vous voyez, nous, professeurs d'université, chercheurs CNRS, d'une certaine façon, on est quand même des cadres, vous comprenez bien, même si on n'est pas dans des hiérarchies d'entreprise avec du pouvoir, sauf les présidents d'université. Voilà, on est quand même des cadres, donc on est très liés à ces groupes. Ce sont des groupes qui sont proches les uns des autres, avec des fonctions intellectuelles plus fortes. Eh bien, cette contamination, justement, qui résulte de cette alliance des cadres, aussi bien du secteur public que du secteur privé, avec les classes capitalistes, et le fait qu'ils se sont saisis des intérêts de ces classes, eh bien, cette contamination a aussi gagné ses couches intellectuelles. Surtout que, bien sûr, ils reprenaient en même temps le contrôle de la recherche, des universités, etc. Et ce qui fait qu'on aboutit... Or, ces classes-là, elles étaient assez importantes parce que c'est des classes plus éduquées, des classes qui parlent, des classes qui écrivent, etc., des groupes sociaux qui écrivent. Et bien voilà que graduellement, ça se vidait, et maintenant, il ne reste plus que quelques économistes dans un coin. Hein, et dans le monde, heureusement, il y en a d'autres aussi. Hein. Donc c'est une transformation absolument majeure. Et puis surtout, notre grand parti, qui était plus ou moins un parti de cadre, je dirais, par son idéologie, par ses politiques, le Parti socialiste, il est passé de l'autre côté. Alors, tout ça fait partie d'une dynamique, ce n'est pas un problème de trahison individuelle, ce sont vraiment des transformations sociales extrêmement fortes. Et c'est là que nous nous retrouvons maintenant avec le néolibéralisme. Alors, le but du néolibéralisme, il est inscrit dans cette manière dont je viens de raconter l'histoire, il est très simple. Augmenter les pouvoirs et la richesse, et les revenus, donc, et la richesse des classes supérieures, classes capitalistes, fractions supérieures de la gestion de l'organisation. Et à ce titre, nous pouvons dire le néolibéralisme a été un succès extraordinaire. Parce qu'alors là, si vous voulez, j'ai expliqué que le 1% supérieur entre la fin de la guerre et puis les années 70, la proportion du revenu total qu'ils recevaient avait été divisée par 2. Eh bien, avec le néolibéralisme, dans les statistiques officielles, il a été multiplié plus que par 2. Donc, ils ont été vraiment très bons. Ils ont réussi à rétablir, très bons selon leurs objectifs, à rétablir leurs revenus de cette manière, dans des proportions absolument extraordinaires. Donc, le néolibéralisme, si on l'apprécie selon son but, c'était un succès extraordinaire. Bien, ceci étant dit, quand on regarde ces statistiques-là, qui sont des statistiques fiscales, évidemment, on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? Parce que la première chose d'une bonne famille capitaliste, c'est évidemment de ne pas payer d'impôts. Hein? Donc, tout ça, très très grande partie, enfin tout le monde connaît Madame Bettencourt en France, hein, pour parler que d'elle, et une très grande partie de tout ça, ça se retrouve sur les îles, machin, etc. Tout ça n'apparaît pas dans les statistiques fiscales. Ce qui fait que quand je peux montrer les courbes, je dis où ils sont maintenant en termes de concentration du revenu. Eh bien, je pense que le plafond est trop bas, vous voyez, sur l'écran, hein, pour vraiment montrer où ils sont remontés. Alors, c'est vraiment ahurissant, cette histoire. Alors, évidemment, ça s'accompagne de la prise de contrôle, comme toujours, prise de contrôle idéologique, on en a parlé beaucoup ce matin, contrôle de l'information, contrôle des universités, hein, relations intimes, hein, comme Lambert en a parlé dans Le Monde diplomatique, et ici, relations intimes entre ces économistes et puis le secteur financier, etc., parce que tout se concentre dans le secteur financier, bien entendu. Bon, donc ce sont des transformations qui ont leur facette idéologique aussi, démoralisation du reste de la population, contrôle de la presse, contrôle de la radio, contrôle de la télé, et on a parlé de ça aussi ce matin, évidemment. Donc, reproduction toujours des mêmes types d'analyses, des mêmes types d'idées. Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Comme on l'a dit ce matin, il y a des quantités d'alternatives. C'était la voie néolibérale qui était incroyable, qui était impossible. Mais pourtant, elle a eu lieu, et elle a eu lieu par la violence. Trouver des alternatives, c'est facile, très facile. Le seul problème, évidemment, c'est de les mettre en place, qui veut dire une dose de pouvoir, compte tenu de la conjoncture néolibérale. Alors vous allez me dire, je viens de raconter qu'ils avaient remporté un succès absolument extraordinaire. C'est un succès historique, ce truc-là. C'est un retournement de l'histoire, retournement de tendance de l'histoire au profit de minorités. Très bien, mais alors quand même, ils en ont pris un sacré coup parce qu'ils sont dans la crise actuelle. Hein. Et cette crise, c'est eux qui l'ont causée, évidemment, à 100%. Quand je parle de la crise actuelle, je parle de la crise dont on a commencé à parler au mois d'août 2007, avec le début, la grande catastrophe financière qui a commencé d'abord aux États-Unis fin 2008, l'entrée du monde en récession, hein, et puis ensuite
la crise de maintenant, c'est-à-dire la continuation de cette crise-là, mais avec en plus la crise de la dette. Faut faire attention, parce que quelquefois les gens maintenant ils pensent que la crise c'est la crise de la dette. Pourquoi? Parce qu'on parle que de ça en Europe. Mais la crise de la dette c'est quelque chose qui est venu se greffer sur autre chose. Pourquoi c'est venu se greffer sur autre chose? C'est très simple, parce que voilà, l'économie s'effondre dans une récession. Alors, les recettes de l'État diminuent, c'est le b.a.-ba, et donc il y a du déficit du budget, c'est-à-dire que l'État dépense plus que ce qu'il reçoit par les impôts. Toujours comme ça. Grâce aux leçons de l'entre-deux-guerres, aux États-Unis et en Europe, et parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, au départ, ils n'ont pas coupé ça. Parce qu'ils pensaient que, il fallait ça quand même pour soutenir l'économie, parce que quand l'économie va mal, il faut qu'il y ait des gens qui demandent, etc. Donc ils se sont dit, voilà l'État qui va dépenser plus qu'il ne gagne, donc c'est bon, ça va soutenir l'économie. Alors ils ont fait ça. Mais le problème, c'est comme ils ne font rien pour remédier aux vraies causes de la crise, qui sont le néolibéralisme dans sa folie, eh bien, on y est toujours. Un an, vous voyez, aux États-Unis, 11% de déficit de la production totale en déficit, bien plus que la Grèce, en déficit de l'État. L'année suivante, 10%, l'année suivante, 10%, ils en sont toujours là pratiquement. Alors vous comprenez bien, tout ça, ça a commencé pratiquement il y a 5 ans maintenant, donc vous faites 10% de déficit une année, 10% de déficit une année, et puis tout ça, ça fait de la dette qui monte, et puis on se retrouve dans les niveaux de dette actuels qui sont des niveaux extrêmement élevés. En Europe, même chose, en France, même chose, diminution des recettes de l'État, ils n'ont pas coupé, ça aurait été très dur, ça aurait eu des conséquences catastrophiques. Bon, les États-Unis ne coupaient pas les dépenses chez eux au départ, bon, et donc, voilà, et bien ça, qu'est-ce que ça a produit? La crise de la dette. Parce que les institutions financières qui, dans le néolibéralisme, étaient fondamentalement celles qui finançaient la dette des États et gagnaient pas mal de fric sur ce business, eh bien, les institutions financières pensaient au départ que les États, ça ne bougeait pas. Vous prêtez à un ménage, il ne peut pas payer. Vous prêtez à une entreprise, elle peut faire faillite. Mais les États, c'est solide. On appelait ça la dette souveraine, c'est-à-dire la dette du roi, en quelque sorte. Vous voyez, donc ils prêtaient. Et puis, finalement, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., la dette montait. Et là, les marchés, c'est-à-dire les grandes institutions financières, avec leurs propriétaires capitalistes derrière, ont commencé à se dire, attention, parce que peut-être qu'ils ne vont pas payer. Peut-être qu'ils ne vont pas payer. Alors, on voit la Grèce, vous connaissez la crise en Europe. Donc, en fait, cette crise de la dette, c'est la conséquence de la crise du néolibéralisme. C'est la forme dans laquelle elle se manifeste maintenant. Voilà. Mais comme ils ne font rien pour remédier à la crise, il n'y aura pas de diminution de la dette. Alors, qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Eh bien, ils disent, attention, la dette... D'abord, ils ont gagné un fric monumental sur cette dette. Prenez le cas de la Grèce. Quand les marchés voient que la situation d'un pays comme la Grèce se détériore, qu'ils ne vont pas payer, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils augmentent les taux d'intérêt, parce que tout a un prix. Vous comprenez? Donc, ils augmentent les taux d'intérêt. Mais comme la Grèce ne peut pas payer, les taux d'intérêt non remboursés s'ajoutent à la dette. Donc, la dette augmente dans des proportions extraordinaires de 100 jusqu'à 160%. Après, arrivent les plans. Et là, on leur dit, attendez, il faut être raisonnable, parce que de toute manière, la Grèce ne peut pas payer. Alors là, ils disent, bon, très bien, on va renoncer à 50% de notre dette. On va renoncer à tel pourcentage de notre dette. Ils oublient de préciser que ça correspond presque exactement à ce qu'ils viennent de gagner avec des taux d'intérêt complètement usuraires quand la crise était... Donc ils renoncent à ces taux d'intérêt usuraires pour essayer de récupérer ce qu'ils avaient avant. Donc la crise de la dette, c'est évidemment absolument essentiel. C'est la phase dans laquelle nous sommes, mais c'est une phase, c'est une forme, c'est une conséquence de cette crise du néolibéralisme à échelle mondiale. Alors je reviens sur ma question début. Quand même, ce projet néolibéral des classes supérieures, bon, j'ai dit, ça a été un très grand succès. Bon, quand même, on se paye la crise maintenant. Alors, on se dit, les travailleurs, ils souffrent évidemment parce que perte d'emploi, détérioration encore des conditions de travail, tout ce qu'on peut imaginer, mais les classes capitalistes aussi, elles ont beaucoup perdu. Réponse, eh bien, non, voyez-vous. Et hier, à Paris, je suis parti à la fin d'une session dans laquelle je parlais avec un autre économiste. C'était une session très intéressante, et cet autre économiste, très connu, présentait des données sur les inégalités à l'intérieur de différents pays, dans le monde, etc. Et là, il avait prolongé ces courbes vraiment sur la période la plus récente. Et quand on regardait ça, on voyait que la richesse des classes capitalistes dans les principaux pays, depuis 2007, 2008, 2009, elle continue à augmenter exactement comme avant. Alors, selon leurs propres intérêts,
On peut se dire quand même, ils ont perdu dans la crise actuelle, la chute de la bourse, le machin. Ils ont causé ce néolibéralisme. Ils sont les criminels contre l'humanité qui sont à l'origine de tout ça. Ils vont quand même morfler dans la crise actuelle. Eh bien, réponse, non. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple. Parce que vous savez que la crise actuelle, c'est la crise des pays du centre. C'est la crise des États-Unis, c'est la crise de l'Europe. Alors, la Chine, elle a été frappée, évidemment, parce que comme ils nous vendent des quantités de trucs, quand nos économies sont rentrées en récession, ça n'a pas été très bon pour eux, mais ils s'en sont remis assez allègrement. Alors, en Amérique latine, hein, moi je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine et à l'Asie, hein, à la Chine et tous les pays d'Amérique latine. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps de m'intéresser à l'Afrique, très légèrement. Bon, quand on considère ces pays, évidemment, les situations varient, mais quand même, la nouvelle configuration mondiale, c'est que maintenant, les pays qu'on a appelés de la périphérie croissent plus vite que les vieux continents Europe et États-Unis. Nettement plus vite. Et ce n'est pas simplement la question de la Chine. Hein. Comme vous le savez, il y a aussi l'Inde, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays, même des pays d'Afrique subsaharienne en particulier, croissent en moyenne plus rapidement que les pays du centre. Cette crise est vraiment la crise des vieux pays du centre. Mais c'est là que tout se bouffe et que je vais rejoindre de comment ces classes arrivent-elles, dans la progression de leur richesse, à ne pas être affectées par cette saleté de crise. Comment les... Eh bien, c'est très simple, parce que leur richesse dépend de l'ensemble du monde, parce que leurs capitaux, ils sont partout, à travers les capitaux des multinationales, etc., ou des transnationales, ils sont partout dans le monde, et leurs profits, où est-ce qu'ils sont faits? Parce que maintenant, les revenus vraiment du capital, c'est vraiment les dividendes, hein, et puis les gains en bourse, où est-ce qu'ils sont faits? Eh bien, ils sont faits ailleurs dans le monde, ils sont faits en Amérique latine, ils sont faits en Chine, ils sont faits en Afrique, etc. Et comme, en fait, ces pays-là, ils ont souffert un petit peu de la crise, mais vraiment temporairement, hein, eh bien, maintenant, leur revenu, il existe toujours en tant que flux qui vient de l'extérieur. Alors, voyez la situation à laquelle on aboutit. C'est-à-dire qu'on se dit, ils ont poussé vraiment, hein, de manière criminelle jusqu'au bout par rapport au pays du centre, qui était leur pays, et puis, d'un autre côté, bon, ils se sont enrichis de manière absolument incroyable, et puis, à travers la crise, on pourrait dire, ah, enfin, il y a une justice quand même, hein, il y a une sanction qui vient, et bien non. Ils continuent toujours, et c'est pour ça qu'ils ne se préoccupent pas tellement, si ce n'est pas du tout, de ce qui se passe actuellement dans nos pays. Hein. Bon. Alors, cette situation est extrêmement étrange. Cette situation est extrêmement étrange, et je crois qu'elle pointe vers un caractère fondamental du néolibéralisme, que j'appelle ordre social. Pour moi, ordre social, ça veut dire comment s'établissent les pouvoirs de classe. Hein, c'est-à-dire, quelle est la force du pouvoir des classes capitalistes, quel type d'alliance les classes ont avec les classes de cadres, quel type de compromis doivent-ils faire ou ne pas faire du tout avec les classes populaires. C'est ça que j'appelle un ordre social, ça se configure comme ça d'une certaine façon, et vous avez compris comment je décrivais le néolibéralisme de ce point de vue. Eh bien, une des caractéristiques fondamentales du néolibéralisme, c'est ce que nous appelons le divorce entre les classes supérieures et les classes capitalistes des pays du centre, des vieux centres, Europe, États-Unis, et leur pays en tant que territoire économique. Divorce total. C'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés, hein, de la réalité de l'économie de leur propre territoire. Et leur richesse et la progression de leur richesse, comme nous voyons tout de suite, ne dépend pas fondamentalement de ce qui se passe sur ces territoires. C'est un divorce tout à fait historiquement extraordinaire. Des choses comme ça se sont produites un peu dans le passé plus localement. Par exemple, en Argentine, vous voyez, avant la crise de 2001, pendant la décade de néolibéralisation complètement folle, eh bien, les classes capitalistes du pays se sont mis à sortir leur argent complètement du pays, à investir ça aux États-Unis. Avant que la crise commence, en 2007, on est en train d'écrire un livre sur l'Argentine. On a arrêté parce qu'on a vu qu'il se passait quelque chose de très important au centre et qu'il fallait absolument qu'on s'y mette. Bon, ça a donné le livre, la crise du néolibéralisme. On donc divorce fondamental. Hein, et c'est véritablement là que nous en sommes. Malgré la situation terrible, ingérable, j'ai dit ce matin que j'étais très pessimiste, hein, dans les structures de pouvoir actuelles, de la crise actuelle, divorce entre ces classes et puis leur propre territoire économique, donc leur population, etc., qui dépend de la situation économique sur le territoire. Alors, bien, comment sortir de ça? Quelle est la contradiction? Ben, vous voyez bien la contradiction, je vais caricaturer un petit peu. Vous êtes un capitaliste américain, ce qui n'est peut-être pas le cas,
Bon, vous êtes un capitaliste américain, mais vous comprenez bien que là où vous gagnez votre argent, là où vous gagnez vos dividendes, tout ça, ça peut être n'importe où dans le monde, vous n'avez absolument rien à faire. En même temps, une grande partie de vos revenus, la grande majorité de vos revenus, vous placez ça dans des paradis fiscaux, etc., parce que vous n'allez pas vous mettre dans le système fiscal du pays, etc. Évidemment, ça n'a absolument aucun sens, et à l'intérieur des structures du néolibéralisme. Mais attention, c'est là où il y a quand même une petite contradiction. Ils ne peuvent pas être pleinement heureux, voyez, heureusement. Ce serait le comble. Et c'est là une petite contradiction. Alors finalement, vous voyez, vous ne payez pas d'impôts. Vous créez des évolutions sociales qui font que le pays est en train, sur son territoire, de perdre techniquement. Vous voyez, des choses comme ça. Que les universités ne sont plus vraiment complètement à la pointe de la recherche et tout. Que le drainage des cerveaux du reste du monde, qui a été un phénomène absolument colossal, est en train de se tarir, parce que les Chinois viennent là pour étudier quelques années, puis après ils repartent maintenant. Vous voyez, alors donc là, derrière tout ça, il y a une perte d'hégémonie. Et c'est là que ces classes sont placées dans une situation qui est plutôt une situation politique contradictoire. Très important pour elles, pour ces classes, que quand même l'armée des États-Unis demeure l'armée la plus puissante dans le monde. Alors pour l'instant, ils n'ont pas trop à s'inquiéter, parce que c'est franchement l'armée la plus puissante dans le monde. Bon, la Chine a encore beaucoup de chemin à faire, mais enfin, ils viennent quand même de multiplier par 3 leur budget militaire, etc. Ça commence à faire grincer au Pentagone de l'autre côté, il suffit de lire les rapports, ils font véritablement dans leur culotte pour parler français. Donc, si vous voulez, voilà un petit peu où se situe la contradiction, c'est-à-dire divorce total, leurs intérêts investis ailleurs, le fait qu'avec ça, ils arrivent à ne pas souffrir et continuer à progresser dans la crise actuelle, mais en même temps, justement, dissociation par rapport au territoire national. Alors ça, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi qui se crée sur le territoire comme chez nous, que les capitaux s'exportent dans le monde, vous comprenez? Mais enfin, finalement, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, parce que s'ils veulent avoir le plus gros État du monde avec la plus grosse armée, etc., et puis la technique la plus avancée, il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose dans les universités, il faudrait quand même qu'il y ait des impôts qui soient payés, il faudrait quand même, voilà. Et donc là, il y a un problème politique qui se profile. Je ne sais pas, je ne montre absolument pas le temps, je vais arrêter. Je m'excuse, beaucoup trop long comme d'habitude. Et donc, si vous voulez... Non, mais je vais bientôt terminer. Et si vous voulez... Donc, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais je voudrais surtout, peut-être pour terminer, faire la comparaison avec l'Europe. Parce que c'est une comparaison très importante. Parce qu'aux États-Unis, il y a un État. Il y a un État puissant. Il y a une armée extrêmement puissante. Il y a un nationalisme. Si vous ne voyez pas le nationalisme, je ne sais pas, nous on a eu la malchance peut-être d'être aux États-Unis juste après le 11 septembre, je veux dire qu'alors là, et comme Français, vous perdez la tête. Le nationalisme, c'est quelque chose d'ahurissant. D'ahurissant. Bon, ils ont la conviction d'être les meilleurs, ce qui n'est pas complètement faux non plus, et puis avec un nationalisme extraordinaire et un État extrêmement fort. Pourtant, ils sont entrés dans ce divorce. Pourtant, ils se trouvent dans cette contradiction. Pourtant, ils sont confrontés à une vitesse ahurissante à leur perte de leur domination dans le monde. En Europe, alors là, c'est pire que tout. Pourquoi? Parce qu'on a le même néolibéralisme, on n'a pas ce nationalisme. Qu'est-ce qu'on a? Comme vous le savez, cette hiérarchie. C'est-à-dire un euro, qui pour l'Allemagne est environ sous-évalué de 20%, donc qui lui permet d'avoir un commerce international qui va bien, qui est surévalué de 25% pour un pays comme la Grèce, qui s'enfonce, récession en Allemagne, en Grèce, la production industrielle 30% au-dessous du niveau de 2007, voyez, récession de l'économie globale grecque 6%, et puis, eh bien, l'Espagne, je disais ce matin, je revenais d'Espagne, j'étais face aux étudiants, voyez, c'est terrible, vous comprenez? Il n'y a plus de travail pour les études, pour les jeunes, voyez, il n'y a plus de travail pour les jeunes. C'est une situation absolument catastrophique que cette économie, qui est prise exactement dans le même étau actuel. C'est dramatique. Bon. Mais nous avons l'Allemagne qui est là, pour être le pays le plus avancé, peut-être à droit dans beaucoup de choses, mais qui ne croissait pas du tout plus vite que la France. Pas du tout, contrairement à ce que vous lisez dans les journaux. On a publié ça dans le Monde diplomatique, justement, on a même mis les courbes qui ont été reprises depuis lors, voilà, qui ne croissait pas plus vite que la France, mais enfin, ils s'en tirent à travers les conditions actuelles. Eh bien, quel est le résultat de tout ça? Vous le connaissez parfaitement. C'est-à-dire que c'est Merkel. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de remise en cause, de remise en question de ces hiérarchies. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de culpabilité. C'est très simple. Nous sommes les meilleurs, vous avez qu'à être aussi bons que nous, et puis tout ira bien chez nous. Vous voyez? L'économie grecque, c'est la même chose que l'économie allemande. Vous avez qu'à juste
vous réformez et puis vous obtiendrez les choses. C'est un discours de prolongation de l'ordre néolibéral de manière absolument monstrueuse et qui nous conduit vraiment dans le mur, alors là, à toute vitesse. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme je le disais ce matin, vous savez très bien que, actuellement, je le disais, la Grèce est dans une récession catastrophique. L'Espagne rentre dans une récession catastrophique. Bon, je ne parle pas de tous les pays, parlons de la France. La France semble en train de basculer dans la récession également. Et ce n'est pas tellement étonnant, parce qu'avec les politiques d'austérité, vous voyez, eh bien la France, là on voit, là je regardais encore hier les derniers chiffres, l'immatriculation automobile, tout ça, tout est en train de tomber. Même peut-être l'Allemagne va tomber dans la nouvelle récession. Et ça va être véritablement catastrophique. Pourquoi? Parce que si l'Europe rentre globalement dans une nouvelle récession, ça veut dire que les déficits vont s'accroître, malgré les mesures d'austérité. Ou à cause, peut-être que les mesures d'austérité causent la récession elle-même, mais la récession aura comme conséquence l'augmentation des déficits, donc l'augmentation de l'endettement. On n'en sort pas. Alors comment les États-Unis se débrouillent de l'autre côté? Ils nous donnent des leçons sans arrêt, vous n'avez qu'à lire Krugman, hein. Ils nous donnent des leçons sans arrêt en nous disant mais arrêtez l'austérité, arrêtez de couper, enfin c'est ahurissant de voir ça. Alors qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Premier point extrêmement important, les élections à la rentrée. Hein. Ça c'est absolument important. D'ici là, la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale des États-Unis, va soutenir complètement l'économie. Et c'est là où ressort quand même le facteur national. Même s'il y a un divorce entre les classes dominantes des États-Unis et puis le pays, il y a quand même ce facteur national qui apparaît. Et comme vous le savez, eh bien, la Banque centrale des États-Unis finance allègrement la dette publique. Premier point. Hein. Donc, le gouvernement des États-Unis, pourtant sa dette augmente à cause de son déficit énorme, de l'ordre de 10%, hein, mais il est financé par la Banque centrale. Et les taux d'intérêt sont au plancher, c'est-à-dire au plus bas. Hein. S'ils avaient des taux grecs, alors là, ils auraient explosé depuis longtemps, vous comprenez? Donc, ce sont des différences de politique extrêmement importantes. Ils nous disent, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose? Mais nous sommes dans une Europe néolibérale, évidemment. Eux aussi, ils sont dans le néolibéralisme. Mais, eh bien, ils sont dans un néolibéralisme nationaliste. Vous voyez? Nous sommes dans un néolibéralisme, bon, raciste, c'est pas le mot, mais de mépris des plus avancés pour les plus petits. Vous voyez? Nationalisme, il n'y en a pas. Hein, sauf le nationalisme national de chaque nation séparément, mais le nationalisme global, il n'y en a pas. Hein, et ils veulent conserver l'euro, ils essayent de conserver l'euro dans une certaine mesure, bien entendu. Donc, là aussi, je m'excuse de ne pas vous laisser rentrer chez vous ou aller au théâtre dans des conditions d'optimisme délirant. Hein, et personnellement, je suis quand même très pessimiste. Cette nouvelle récession aura des conséquences politiques. Hein, il faut que ça change. Aux États-Unis, ils vont porter ça jusqu'aux élections. Ensuite, le problème va se reposer. Évidemment, il faudra voir qui a le pouvoir, bon, qui est élu, et ça va encore changer beaucoup de choses. Mais quand même, il y a un facteur national qui fait qu'il y a une certaine défense des intérêts du pays qui est consciente. En Europe, c'est la même chose entre les États qu'à l'intérieur de chaque pays par rapport aux travailleurs. C'est-à-dire que les patrons, les gouvernements disent aux travailleurs acceptez plus, voyez, acceptez plus, diminution des pouvoirs d'achat, diminution du coût du travail, diminution de la protection sociale, etc. Bon, au niveau international, c'est pareil. L'Allemagne dit à la Grèce transformez-vous, puis un jour vous serez comme nous si vous êtes aussi bon. Ça ne prend pas une seconde, évidemment. Mais c'est une façon de faire progresser toutes les règles du néolibéralisme. Hein. Alors nous sommes dans ce rapport de force-là, on l'a beaucoup évoqué ce matin, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, évidemment, c'est se bagarrer. Hein. Et c'est se bagarrer. Alors, Philoge était un peu assez positif quand même par rapport au gouvernement actuel que nous avons maintenant. Il disait qu'il ne faut pas les casser, hein. Il faut essayer de les pousser à changer, tout ça. Bon, bien, mais enfin, quand même, on peut dire d'une manière générale que ça va être très très dur. Ça va beaucoup dépendre des conditions économiques. Alors, la seule chose qu'on peut faire, il faut se bagarrer. Alors, évidemment, il faut être dans les mouvements sociaux. Hein. C'est facile à dire, hein, de changer le monde, bien entendu. Il faut aussi essayer de réagir un peu au niveau de la propagande. Hein. Et c'est pour ça que ma conclusion de ce matin, c'était, j'ai beaucoup parlé, mais je crois que c'est très important que tout le monde parle. Tous les gens qui sont ici parlent partout dans des réunions, parlent chez eux, parlent sur le lieu de travail, etc. Parce que c'est proprement incroyable. Ce qui se passe, c'est proprement incroyable. La monstruosité de ce système hein, néolibéral, de cette forme de capitalisme. Hein, et il faut absolument essayer de lutter contre cette propagande. Ces idées avancent doucement. Ces idées avancent doucement et à travers des ambiguïtés énormes.
Voyez, parce que vous savez très bien qu'en France, par exemple, eh bien, on a un parti d'extrême droite. Voyez. Vous avez déjà regardé le programme économique de ce parti d'extrême droite, hein, on se croirait l'attaque. Hein. Bon, donc voilà. Alors, où est-ce qu'on vient d'entendre ici? La Banque centrale va tout prendre en main, etc. Prétendument, il y avait une convergence avec Sarkozy, mais enfin, vous savez sur quel genre de thème. Alors là, au plan économique, je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Bon, mais néanmoins, le risque est là, hein, évidemment, le risque est là, le risque d'extrême droite, comme vous le savez, ils ont progressé. Et là, je reviens un petit peu à ma comparaison du début. C'est pas pour dire qu'on va avoir Hitler, hein. C'est pas ça que je veux dire. Les circonstances historiques sont quand même un peu différentes, mais il faut bien comprendre qu'il y a des risques absolument énormes. Il y a des potentialités de dérive vers la gauche. Il y a aussi des risques absolument énormes de dérive vers la droite, hein, ou vers l'extrême droite. Bon, alors là, on a eu la balance, on a eu le vote sanction. J'espère qu'il va se passer des choses. J'espère que les conditions de la nouvelle récession, probablement, vont forcer ces gouvernements à agir de façon nouvelle. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être dans la rue quand c'est nécessaire. Et puis surtout, il faut être partout en train de casser cette propagande néolibérale, d'en dénoncer la véritable nature qui, à mon sens, est impossible à mettre en question par les résultats qu'ils ont obtenus. Donc je terminerai sur ce message. Je m'excuse d'avoir parlé trop.